Oku, O-K-O-O. C'est l'application jeunesse de France Télévisions avec des émissions, des séries, des dessins animés et des podcasts. Oku, c'est sécurisé, c'est gratuit et c'est sans pub. Alors cet été, l'application de vos enfants entre 3 et 12 ans, c'est Oku à emporter partout. Bonjour et bienvenue sur l'Aléa, le podcast qui t'aide à devenir acteur de ta vie. Je suis Laura Pouliken et à travers mon compte Instagram, Lo From Paris, ce podcast et toutes mes prises de parole, je te transmets mes cheminements autour du bien-être, de la parentalité, de l'entrepreneuriat, du développement personnel et professionnel. Ici, tu trouveras chaque semaine les parcours, les témoignages ou les conseils d'entrepreneurs, de sportifs, d'artistes, de thérapeutes, de coachs qui t'éveilleront, t'inspireront sur ta propre trajectoire, te permettront de vivre en harmonie avec toi-même et le monde qui nous entoure, t'accompagneront dans la construction de la vie de tes rêves, malgré des aléas que l'on rencontre tous et toutes. Les valeurs qui m'animent, l'amour, l'audace, le bien-être, la contribution. Si tu ne veux pas manquer les nouveaux épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast via la plateforme avec laquelle tu m'écoutes. Et si cet épisode te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts, à le partager autour de toi à une sœur, un ami, un membre de ta famille qui aurait besoin d'inspiration pour aller au bout de ses projets. Investir, tenir un budget et avoir une relation saine à l'argent, tout un programme. Et c'est ce dont on discute avec mon invitée, Hélène Gerby, fondatrice de Femka. Nous les femmes, on ne s'autorise pas encore, ou si peu, à prendre du temps pour se former et chouchouter nos finances personnelles. Par croyance limitante, on associe l'investissement au risque. Par méconnaissance et cliché, on voit encore une femme qui investit comme une femme vénale, égoïste. Par invisibilité lors de rendez-vous bancaires. Et c'est du vécu. Pourtant, il est primordial de s'y intéresser pour assurer notre avenir et combattre l'anxiété financière. Fléau trop peu abordé qui joue sur notre santé mentale. Et dans cet épisode, Hélène nous divulgue ses précieux conseils. Qu'est-ce que le bien-être financier ? Comment tenir un budget ? Comment gérer les achats impulsifs ou émotionnels ? Quel type d'investissement privilégier pour garantir son avenir financier ? Si vous aimez l'épisode, partagez-le avec vos amis ou sur vos réseaux sociaux. Laissez un commentaire sur Apple Podcasts pour me donner de la force et me permettre de continuer. Un grand merci d'avance. Belle écoute. Bonjour Hélène. Bonjour Laura. Comment vas-tu ? Écoute, super. Je suis hyper heureuse d'être avec toi aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous touche tous et toutes, autant salariés qu'entrepreneurs, peu importe notre statut, l'argent et les finances personnelles. Vaste sujet. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Hélène ? Alors, je m'appelle Hélène Gerby, je suis entrepreneur. Donc, j'ai cofondé Femka, qui est la première plateforme d'éducation financière qui s'adresse aux femmes avec une mission centrale qui est de démocratiser l'investissement pour le rendre accessible à plus de femmes. À côté de ça, je suis également conférencière puisque j'interviens dans des entreprises, dans des écoles pour justement acculturer, sensibiliser à l'importance de prendre en main ce sujet dès qu'on peut, le plus tôt possible, idéalement. Et puis, je suis autrice également parce qu'avec mon associé, on a coécrit le premier guide de développement personnel financier qu'on a publié chez Hachette l'an dernier. Voilà. Bravo, félicitations à toi. Merci. Je mettrai les références de ce livre dans les notes de l'épisode. Est-ce que finalement, Hélène, il y a un aléa positif, négatif qui est arrivé sur ton chemin et qui t'a conduit à t'intéresser à ce sujet ? Je pense que c'est plutôt un aléa négatif quand même. J'ai eu un peu ce moment. Alors moi, j'ai commencé dans ma vie professionnelle. J'avais pas spécialement reçu d'éducation financière. Comme beaucoup de Français et de Françaises, j'ai commencé un peu à l'aveugle. Ce sujet-là, je l'avais mis sous le tapis. Et j'ai commencé à travailler. J'ai pas négocié mon premier salaire. Enfin, j'ai fait un peu toutes les erreurs, on va dire classiques, qui nous attendent quand on démarre dans la vie pro et qu'on n'a pas finalement ce bagage-là.
Et vers 24-25 ans, j'ai commencé à me rendre compte de quelque chose. C'est que finalement, autour de moi, je me suis rendu compte que mes amis, donc là je parle surtout d'hommes, avaient, eux, commencé à investir. Et donc en fait, c'est ce moment-là, moi, qui a été un peu mon wake-up call, où je me suis dit... Mais en fait, c'est quand même étrange parce que finalement, on est à des moments de nos carrières, au tout début, où on gagne à peu près les mêmes sommes, enfin des choses assez proches, on va dire. Et je vois qu'on n'a pas du tout les mêmes comportements. Et donc, en fait, on est en train de prendre des trajectoires qui sont radicalement différentes. Et j'étais déjà en train de me dire, oulala, là, je pense que je suis en train de me faire distancier, je suis en train de prendre les mauvaises décisions, faute d'informations. Et donc, moi, c'est ce moment-là qui m'a fait réaliser et me dire, en fait, ok, j'ai peut-être pas eu l'info, mais il va falloir que je regarde ce sujet d'un peu plus près. Voilà, c'est un petit peu de la comparaison sociale, on va dire. C'est pas c'est pas super à dire, mais ça peut être aussi un moteur, je pense. Non, mais c'est tout à fait vrai. C'est exactement ça. C'est qu'en fait, finalement, que ce soit à l'école, que ce soit dans nos ressources qu'on peut avoir enfants, adolescents, dans notre construction, on n'est pas sensibilisé à ça et on n'y va pas finalement. Et alors que l'on devrait tout de suite en fait prendre le sujet à bras le corps, puisque ça nous définit en fait derrière et ça nous permet justement d'affronter l'avenir, les incertitudes. Et donc, tu as créé Femka toute seule? Alors oui, je me suis lancée dans l'aventure avec mon petit bâton de pèlerin, comme on dit. Au début toute seule parce qu'en fait, finalement, moi, j'avais fait ce constat, ce diagnostic de personnel. D'abord, comme je pense beaucoup d'entrepreneurs, c'est d'abord un constat personnel. Et puis, je me suis rendu compte en parlant avec d'autres amis autour de moi que j'étais pas du tout la seule finalement concernée par ce sujet. Et donc, j'ai pas voulu attendre de trouver quelqu'un qui partage la même vision, qui ait fait le même constat que moi, etc. Je trouvais que c'était encore attendre, être dans une posture de passivité, de me dire en fait qui va bien vouloir se lancer avec moi. Donc oui, au début j'y suis allée seule et puis peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais quelques mois plus tard je me suis finalement associée. D'accord. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, justement, en abordant ces finances personnelles et notamment le bien-être financier. Et je te cite, je suis tombée sur un post LinkedIn que tu as écrit et qui m'a énormément parlé il y a quelques mois. Il y a une composante du bien-être que tout le monde oublie. Pourtant, elle est essentielle, c'est le bien-être financier. Car oui, le bien-être, ce n'est pas seulement prendre soin de son corps, bien manger ou faire du sport, c'est aussi prendre soin de ses finances personnelles. En France, 65% des salariés déclarent être stressés par leur situation financière. Qu'est-ce que le bien-être financier signifie pour toi en tant que femme ? Alors cette notion pour moi elle est très importante. En fait j'ai découvert cette notion au tout début de mes recherches et je me suis rendu compte que c'était un sujet quand même majeur quand on regarde par exemple du côté de outre-Atlantique aux États-Unis. Il y a même, il y avait cette initiative qui avait marqué des salles, sur le modèle de salles de sport en fait, c'est des lieux où on va pour prendre soin de ses finances personnelles. Comme on va faire un cours de cardio, on va prendre un cours de budget. Et en fait ça m'avait marqué et j'ai réalisé la puissance de ce parallèle. Et en fait, pour moi, le bien-être financier, c'est un pilier du bien-être. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on puisse réellement être dans un état de bien-être si on ne va pas penser à ses finances personnelles. Puisque c'est prouvé, il y a ce chiffre que j'avais cité, que tu as rappelé à l'instant, il y a un vrai impact quand on a un stress financier, derrière il y a une anxiété financière et ça joue sur notre santé mentale. Donc c'est un enjeu de santé mentale. Et je pense qu'en tant que femme, les femmes sont particulièrement exposées au sujet de stress financier. Donc c'est pour ça que moi, ce sujet-là, je trouve qu'il est important à rappeler parce qu'en fait, on le met dans la même case que les impôts ou tout un tas de déclarations. Alors que, en fait, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus... je pense que avoir une vision un peu plus holistique du sujet, comprendre à quel point ça a des impacts sur notre vie, je pense que ça aide grandement aussi à considérer le sujet et lui donner beaucoup plus d'importance dans sa vie. Tout à fait, exactement, tu l'as bien rappelé. Et justement, quelles sont finalement, avec ton expérience personnelle et professionnelle, tes discussions avec tes amis entrepreneurs, mais également vers tes clientes, tes clients, finalement, quels sont les principaux défis auxquels les femmes sont confrontées en matière de gestion de leurs finances personnelles ? Le premier,
ça va être le sujet de s'autoriser à prendre du temps, rien que pour ce sujet-là. Parce que j'en parlais encore hier sur LinkedIn, parce qu'en fait, c'est vraiment un constat que j'ai fait. On a l'impression que finalement, c'est être un peu égoïste, que c'est être vénal. Enfin, il y a une telle construction autour de cette image des femmes et de l'argent. Il y a tant de choses à déconstruire dans notre société que du coup, on a vraiment toutes du mal, enfin, à part quelques exceptions, mais dans une immense majorité, à s'autoriser à prendre du temps pour le sujet, à s'autoriser à prendre des rendez-vous chez son conseiller, sa conseillère, à prendre du temps pour se former, pour tout simplement chouchouter ses finances personnelles, parce qu'on se dit oh là là, je pourrais faire autre chose, de plus utile aux autres, de plus, voilà. Donc c'est pour ça que je disais souvent que pour investir, la première étape, c'est de se l'autoriser. Donc il y a un problème déjà de légitimité, de se dire c'est ok en fait, c'est ok de le faire, c'est ok de prendre du temps. Donc ça c'est vraiment le premier sujet. Et bien sûr, c'est difficile à déconstruire seul. Il faut aussi qu'on nous le dise, il faut l'entendre, il faut en prendre conscience en parlant avec d'autres femmes. Il faut avoir des rôles modèles aussi qui en parlent. Exactement. Et justement, moi franchement, à part toi, qui démocratise le sujet parce que je suis sur LinkedIn, j'en connais pas énormément. Et en fait, justement, on se construit sans rôle modèle, sans femmes qui prennent la parole sur ces sujets. Et ça vient de là. Oui, complètement. Alors, depuis 2-3 ans, quand même, les choses changent. On est plusieurs à porter cette voix et c'est vraiment très positif. C'est quelque chose qui existe depuis beaucoup plus longtemps, 5 à 10 ans aux États-Unis ou en Angleterre. Moi, je rentre ça dans le mouvement de la finance féministe, au financial feminism, etc. Tu vois, l'importance de lier aussi ces deux sujets, de se dire que derrière, il y a aussi un enjeu d'égalité femmes-hommes. Exactement. Donc, mais en tout cas, pour revenir donc à ta question, il y a ce sujet-là, déjà, se l'autoriser. L'autre point, je dirais, c'est toutes les croyances qu'on peut avoir, tous les freins qu'on peut avoir, parce que, en fait, quand tu creuses, comme on a finalement très peu d'éducation financière en France, on construit des associations, des choses, avec une vision, par exemple, l'investissement, c'est ultra risqué, on associe ça à un casino géant, on a l'impression que, potentiellement, tu peux tout perdre sur un coup de poker, entre guillemets, et donc, du coup, forcément, ça donne pas envie. En fait, il y a une telle méconnaissance, et ça, c'est aussi le traitement médiatique du sujet. C'est pas seulement l'individu, le particulier ou particulière en tant que tel. C'est aussi le traitement médiatique. Il y a globalement une manière de le traiter qui donne pas envie. Alors que encore une fois, dans les pays anglo-saxons, on a une approche un peu différente. Donc voilà, il y a ça. Et puis le dernier point, je pense que c'est quand même aussi un sujet qui est important. Alors nous, on œuvre moins là-dessus parce que c'est moins notre sujet, parce que nous, aujourd'hui, on est très centré sur le volet éducation. Mais en fait, il y a quand même eu un sujet sur la manière dont, moi, beaucoup de femmes me le reportent. C'est comment ça peut se passer des rendez-vous, par exemple, bancaires, avec un conseiller, une conseillère, qui vont avoir une approche, et je l'entends encore beaucoup, qui est différente quand ils vont s'adresser à une femme. Et donc, en fait, ça, c'est quand même des gros sujets, parce qu'en fait, du coup, ça participe à créer cette idée que oui, on ne sait pas, à renforcer le manque de confiance que peuvent avoir certaines femmes dans leurs connaissances financières, parce qu'en fait globalement, si on regarde les chiffres, les hommes ne sont pas tellement plus formés, simplement ils ont un peu plus confiance en eux, donc voilà, c'est ça qui fait beaucoup la différence. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, tu soulignes ce point. J'ai pris rendez-vous avec mon mec et mes enfants à la banque parce qu'on voulait ouvrir des comptes. Et la nana s'adressait uniquement à mon mec, alors qu'on a acheté un appart à Courbevoie ensemble. On investit ensemble. Et ça se confirme. Mais ça, encore. J'étais hyper étonnée. Je me disais non, mais c'est un truc d'un autre temps et tout. Et en fait, j'ai tellement de clientes qui me l'ont raconté que j'en viens vraiment à comprendre que, et je pense que c'est totalement inconscient, c'est des biais inconscients. Ah oui, complètement. Bien sûr. C'est de se dire, parce que tu as encore cette image de l'homme. Mais il y a encore 2 générations, les femmes ne travaillaient pas. Oui, donc forcément, c'est assez récent. C'est sûr. Même en nous, on porte les gènes encore, tu vois, de nos mamies. Bien sûr. Et puis tu sais, cette scission entre aux hommes les grandes décisions d'investissement et aux femmes la gestion du budget. On est encore dans ce schéma-là qui perdure, qui infuse un peu dans notre société et qui fait qu'il y a ces rôles construits qui persistent. Alors, comment définirais-tu, Hélène, un comportement financier sain, équilibré et anti-stress, justement ?
tout un programme. Alors, je dirais qu'il y a plusieurs éléments. La première chose, c'est de constituer ce qu'on va appeler un filet de sécurité, un matelas de sécurité. Donc, dans le jargon des finances personnelles, on parle d'épargne de précaution. Donc, c'est tout simplement une somme qui va permettre de faire face aux aléas qu'on peut avoir justement dans la vie. Donc, généralement, on considère qu'il faut avoir entre l'équivalent de 3 à 6 mois de nos dépenses, puisque bien sûr, ça dépend de notre niveau de vie, notre rythme de vie. Donc ça, c'est des choses à ajuster. Donc ça, c'est le premier pilier. C'est vraiment d'avoir ce matelas-là. Le deuxième pilier, ça va être d'avoir une manière de gérer son argent qui est optimisée, donc une méthode de budget. Alors attention, c'est pas la méthode de tout le monde, mais la méthode qui nous correspond et voilà, et qui nous permet vraiment d'avoir, je pense qu'on aura l'occasion peut-être d'en reparler, mais d'avoir aussi des finances personnelles qui sont alignées avec finalement nos projets de vie, ce qu'on a vraiment envie de financer. D'avoir des objectifs, parce qu'en fait ça paraît assez basique, mais finalement dans le monde pro, concrètement on va jamais travailler à l'aveugle sans avoir un objectif pour l'année, sans savoir globalement où on a envie d'aller, avoir des objectifs, c'est quand même un moteur, et je pense que l'appliquer à ses finances personnelles c'est indispensable, sinon on ne sait pas qu'est-ce qu'on va viser cette année, quel est notre but à la fin de l'année, et donc c'est très peu motivant. Donc ça c'est important, et puis épargne, et puis dernier point l'épargne et l'investissement, c'est-à-dire avoir un comportement, et ça c'est prouvé, c'est des études qui ont été conduites qui ont été conduites au Québec, parce que le sujet du bien-être financier est beaucoup plus développé là-bas, qui prouvent que le fait d'épargner ou d'investir, en fait, c'est on pense à son futur soi, et donc en fait ça réduit le stress financier. Voilà, puisque on sait qu'on est en train de préparer son avenir, etc. Et même si c'est un peu contre-intuitif, parce que sur le moment on a l'impression de se priver, en réalité on est en train de se préserver en quelque sorte, se protéger pour la suite. Si on zoome justement sur les différents comportements financiers, donc avoir un budget, limiter ses dépenses, ne pas consommer à crédit, investir pour préparer l'avenir que tu viens de rappeler, je vais te poser justement plusieurs questions donc relatives à ces différentes situations. Comment, selon toi Hélène, on établit un budget mensuel ? Donc par exemple, les catégories à entrer dans un budget, quels conseils finalement tu donnerais ? Alors sur le budget, on entend beaucoup de choses, c'est un sujet qui crée beaucoup d'intérêt, beaucoup de personnes que ça crispe aussi, donc moi la première chose que je trouve importante, c'est de vraiment faire attention à la compréhension, la perception qu'on a du budget. C'est-à-dire que si on le voit, moi je trouve que le parallèle avec un régime par exemple, il est assez évident, on voit que c'est comme quelque chose de très contraignant, etc. Alors autant on peut se priver, se passer de régime, autant on peut difficilement se passer de budget, quand même. Le parallèle s'arrête là, mais en fait, je pense que c'est important de comprendre qu'un budget, ça doit pas être vraiment quelque chose qu'on voit comme une contrainte, c'est-à-dire se dire oh là là, faut que je fasse mon budget, parce qu'en fait, si on le voit comme ça, clairement, ça donne jamais envie de le faire. On se dit que c'est une tannée, on se dit que c'est horrible, on se dit que c'est, et du coup, on le fait 1 mois, 2 mois, on arrête. Je pense que le budget, il faut le voir vraiment comme un allié, comme quelque chose qui va nous permettre justement de faire des choix, et surtout avec une approche, moi que j'aime beaucoup, qui est l'approche goal-based budgeting, et il y a son équivalent dans l'investissement, goal-based investing. En fait, c'est l'idée de partir de ses projets de vie. Et en fait, on va, et ça, nous, c'est un peu notre approche globale, notre fil rouge dans notre manière de parler des finances personnelles chez FMK, qui est cette approche justement, moi, que je qualifie de développement personnel financier. C'est comment finalement je reconnecte mes finances personnelles à mes projets de vie, et j'en fais pas 2 choses cloisonnées. C'est-à-dire que, en fait, ça change tout. Si mon budget, je le pense comme un outil qui va me permettre de décliner, c'est-à-dire de me dire, voilà, ça, c'est les grands projets de vie qui me font vibrer, les choses que j'ai vraiment envie de financer. Je le décline dans mon budget, et en fait, je fais en sorte que tous les mois, je me dédie une somme pour avancer vers ces projets-là. Ça change tout. En fait, ça devient un exercice de priorisation, un exercice qui va nous permettre d'aligner, de s'assurer qu'on va bien dans le bon sens. Et finalement, tout ce que je vais dépenser, alors bien sûr, il y a une part de contrainte aussi, mais tout ce qui va être un peu en plus, hors de cette contrainte, et que je vais dépenser, qui ne va pas dans le sens de mes projets de vie, finalement, je suis en train de m'égarer de ma route. Je suis en train d'aller dans le mauvais sens. Et donc ça, et c'est la même chose, le goal-based investing, pour te faire le parallèle rapidement, c'est l'idée de partir de tes projets de vie pour trouver les bons produits ou investir. C'est exactement le contraire de ce qui se passe quand tu vas à la banque et qu'on te propose, pourquoi pas ouvrir une assurance vie. Tu sais pas pourquoi tu l'ouvres, tu sais pas à quoi ça va te servir, et tu te retrouves avec ce truc-là.
Oku, O-K-O-O, c'est l'application jeunesse de France Télévisions avec des émissions, des séries, des dessins animés et des podcasts. Oku, c'est sécurisé, c'est gratuit et c'est sans pub. Alors cet été, l'application de vos enfants entre 3 et 12 ans, c'est Oku à emporter partout. Tu mets de l'argent un peu tous les mois et tu sais même pas pourquoi. En fait, ce qui est hyper puissant, c'est que là, tu vas mettre de l'intentionnalité. C'est-à-dire que tu te dis, OK, mon prochain projet, c'est acheter une maison à la campagne. Je dis n'importe quoi. Du coup, je sais que j'ai ça m'anime. C'est quelque chose qui me fait vraiment vibrer. Je trouve la somme que je peux allouer à ce projet. Et ensuite, je trouve le bon produit en fonction de l'horizon de temps. Et bien, pour moi, le parallèle, il est évident. Et en fait, quand tu fais ça, mon réponse est un peu longue. Hein. Mais c'est ce qu'il faut. quand tu fais ça, je trouve que du coup, ton budget, tu vois, moi, je trouve ça assez grisant de dire, OK, waouh, j'ai encore mis tant pour tel projet, tu vois. Exactement. Et après, bien sûr, d'un point de vue plus pratico-pratique, après, tu peux utiliser des apps. Enfin, il y a énormément de choses qui existent. Il y a la méthode où tu crées des enveloppes. Alors, les enveloppes, il y a beaucoup cette tendance sur les réseaux sociaux où tu mets du cash. Bon, ça, c'est hyper dangereux dans le sens sécurité. Mais tu peux faire des enveloppes digitales. Enfin, voilà. Après, c'est toi qui dois trouver aussi. Enfin, c'est à chacune de tester, je pense, plein de méthodes en la déclinant, enfin, en partant de ce qui te parle, quoi. Pour les petites sommes, je pense que tu peux mettre quelques billets dans Bien une sûr. enveloppe. Tu vois, moi, typiquement, j'ai des enveloppes bien-être où je me dis, OK, j'ai 50 € alloués à mon bien-être par mois et c'est OK, mais sur des petites sommes. Mais les grosses sommes, c'est évident. Donc, en fait, ton idée, c'est vraiment de partir de tes projets, de tes objectifs de vie et ensuite d'y associer une somme. Et ensuite, du coup, tu catégorises et en fait, c'est ça que tu vas mettre en priorité. Donc, en fait, c'est vraiment... Et moi, d'ailleurs, je te partage cette phrase moi, que je trouve très importante, c'est de se dire... En gros, tout ce que tu épargnes ou que tu investis, il faut se rappeler que c'est ta rémunération à toi. Et ça, c'est important parce qu'en fait, on a tendance à voir ça comme une privation d'épargner ou d'investir, alors qu'en réalité, quand tu y réfléchis, quand tu reçois ton salaire, ta rémunération, en fait, tout ce que tu vas dépenser, consommer, c'est de l'argent que tu vas redonner aux autres, que tu vas remettre dans l'économie et que tu vas renvoyer. Et finalement, ce que tu vas garder sur un compte épargne, sur différents produits d'investissement, c'est pour ton toi futur. Et donc ça change tout parce qu'en fait, quand tu commences à penser comme ça, tu te dis oui, bien sûr, je vais me payer en premier en fait. Et donc du coup, ça renverse un peu ton rapport à l'épargne et à l'investissement parce que souvent le problème de beaucoup, c'est que tu vas d'abord dépenser et à la fin, s'il reste quelque chose, tu vas épargner et investir. Parce qu'en fait, c'est l'autre raisonnement. T'épargnes, t'investis, c'est tes projets de demain, les trucs qui te font vibrer. Et le reste, tu l'utiliseras pour du quotidien. On n'a pas tous la même amplitude de ce qu'on peut garder, épargner, investir. Mais même si c'est des petites sommes, c'est déjà ça. Non, c'est hyper intéressant. C'est vraiment une vision que j'ai rarement entendue et qui gagne à être connue. Donc, je suis hyper heureuse de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. Est-ce que tu aurais des tips pour contrôler les achats impulsifs qu'on peut tous et toutes avoir Alors ça, c'est un gros sujet, le sujet des émotions et de l'argent, puisque finalement, on se rend compte que la part de nos décisions avec l'argent qui est vraiment rationnelle, elle est infime. C'est beaucoup d'émotions. Alors, il y a des techniques très simples. Moi, j'aime bien la technique où tu vois quelque chose, tu réfléchis 2 jours, tu vois si tu y repenses. Donc, il y a beaucoup de personnes qui y pensent, qui utilisent cette technique et franchement, ça marche bien pour t'éviter les achats d'impulsion. Alors, tu as tout ce qui est de l'ordre des petites techniques et puis tu as tout ce qui est, moi j'aime bien tout ce qui est un petit peu plus dev perso, mindset, comment tu prends du recul par rapport à tout ça. Et en fait, moi, je m'étais rendu compte que avant, notamment quand j'étais salariée, j'étais vraiment victime de ça, de ces achats d'impulsion. Et en fait, quand j'ai creusé le sujet, je me suis rendu compte que c'était, moi, j'appelle ça la consommation compensatoire. C'est-à-dire que, j'avais bossé toute la semaine, c'était dur. Du coup, venait le week-end, je considérais que j'avais le droit, quoi. Enfin, c'était, je peux me faire plaisir parce que franchement, j'ai passé une semaine difficile, etc. C'est mon droit. Et donc, en fait, en creusant, je me suis rendu compte que là, ce qui buguait, en fait, dans mon système, c'est que j'étais pas vraiment épanouie dans mon job et que du coup, je cherchais une forme de compensation dans la consommation. Et en fait, je pense que questionner son rapport à la consommation, c'est aussi très intéressant pour comprendre ce qu'il y a de plus profond derrière. Qu'est-ce qui fait que je craque systématiquement sur ça ? Qu'est-ce que ça veut dire derrière ? Parce qu'en généralement, il y a une signification derrière. Après, bien sûr, si c'est très extraordinaire, très exceptionnel. Voilà, mais si c'est quelque chose de récurrent, je pense que ça vaut le coup de questionner ça.
Et plus globalement, de questionner la question la question du rapport à l'argent. C'est un sujet, en France aussi, où on n'est pas encore trop là-dedans, dans comprendre son rapport à l'argent. Or, notre rapport à l'argent, il est déterminant pour beaucoup de choses dans notre vie. Il va jalonner, définir beaucoup de nos comportements. Donc, je pense que faire cet exercice de comprendre... qu'est-ce qu'on a hérité de nos parents, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on se comporte comme ça par rapport à ce sujet financier. Je pense que c'est très 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 puissant pour s'aider dans sa vie perso, pro, à plein de niveaux. Ça peut être aussi des points de blocage pour des négociations salariales par exemple, pour monter sa boîte, pour chercher des fonds, voilà, tous ces sujets. Donc voilà, je pars d'un micro-exemple, mais je pense que c'est souvent beaucoup plus profond. Ouais, bien sûr. C'est de se trouver aussi des sources de satisfaction autres finalement et se rattacher à d'autres sources de satisfaction qu'on peut même noter, qu'on peut même inscrire pour justement éviter ces achats qui... Oui. Je pense. Ce sont des pulsions. Je pense c'est se questionner finalement, derrière, plus tu trouves, je pense, d'alignement dans ta vie personnelle, pro, etc., plus finalement tout ça a du sens, moins finalement le besoin. Moi, je l'ai vraiment vécu entre mon passage salarié où, sur mes dernières années, j'étais sur moi aussi, en plus. Ouais, j'étais sur un métier où je trouvais que ça avait plus du trop de sens. Ma consommation a radicalement changé. J'ai une consommation beaucoup plus éclairée, beaucoup plus intentionnelle, beaucoup plus choisie, beaucoup plus... Et en plus, l'effet bénéfique de tout ça, c'est que tu as l'impression de plus contrôler. Et justement, on se parlait tout à l'heure du bien-être financier. La définition de bien-être financier, c'est vraiment avoir le sentiment de contrôle finalement sur ses dépenses. C'est ça qui te donne ce sentiment de bien-être financier. Donc ça renforce son sentiment de bien-être financier, donc ça apaise son anxiété financière, etc. Donc c'est totalement vertueux. Comment tu distingues les dépenses nécessaires des dépenses superflues ? Alors, je pense que si on utilise la méthode dont je te parlais tout à l'heure, le goal-based budgeting, en fait, c'est très simple de savoir quelles sont tes dépenses essentielles. En fait, elles vont découler, bien sûr, d'une part de tes contraintes qui vont être de l'ordre de ton logement, alimentation, etc. Donc ça, c'est les dépenses contraintes. Potentiellement, tu as des petites optimisations à faire, mais généralement, elles sont à la marge. Et puis, les autres dépenses essentielles, ça va être ces dépenses qui, justement, vont te faire avancer dans le sens de tes projets de vie. Donc voilà. Donc en fait, généralement, celles-là, elles sont assez naturelles. Si tu as travaillé, généralement, tu vois, nous, par exemple, avec les femmes qu'on accompagne, on travaille, chacune travaille en individuel sur ces sujets, mais généralement, elles réfléchissent autour de 3 grands projets. Court, moyen, long terme. Donc, je te donne des exemples. Préparer sa retraite, ça va être du long terme. Voilà. Et donc, en fait, ça va être tes dépenses forcément essentielles que tu vas retrouver tous les mois, alors qu'ils vont se répartir entre de l'épargne ou de l'investissement en fonction de l'épargne, ça va être sur du court terme, des choses à moins de 3 ans, et l'investissement, ça va être au-delà de 3 ans et sur des choses qui peuvent aller jusqu'à 20, 25 ans, 30 ans. Voilà. Alors, grande question maintenant, l'investissement, qui est aussi un des piliers de ton activité et un de tes sujets. Quel type d'investissement tu privilégies pour garantir son avenir financier ? Alors, déjà, peut-être, est-ce que tu peux nous rappeler les types d'investissements qui existent finalement ? Alors, pour le sujet de l'investissement, et je pense qu'il y a quand même un premier sujet qui est important, c'est de comprendre que tu n'as pas un type d'investissement parfait qui va être l'investissement phare qu'il faut absolument faire. Il faut comprendre qu'une des grandes règles, on parle beaucoup de règles d'or de l'investissement, c'est la diversification. Donc en fait, ce qui est important, c'est de comprendre le champ des possibles finalement, dans quoi est-ce que tu peux potentiellement investir, et puis surtout, encore une fois, partir de tes projets. Parce qu'en fait, les choix que tu vas faire en termes d'investissement, de catégorie d'actifs, vont dépendre de finalement tes horizons de placement. Donc ça va tout changer. C'est-à-dire que si tu es sur un projet retraite qui est dans 30 ans, tu pourras faire d'autres choix que si tu pars à la retraite ou que tu as un projet pour dans 3 ans. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, tu as quand même une variété de choses. Tu peux investir, donc tu as tes options autour de l'immobilier. Tu peux investir dans les marchés financiers. Donc là, tu as différents types de produits qui vont te donner accès. Donc après, c'est ce qu'on appelle des enveloppes fiscales. Donc ça peut être une assurance vie, ça peut être un PEA, ça peut être un compte titre. Tu peux investir, quand on dit dans l'immobilier, tu as des choses assez larges. Par exemple, dans des SCPI, qui est de la pierre papier. Donc c'est encore un autre type d'investissement.
Tu peux investir dans ce qu'on va appeler de la private equity. Donc, en fait, c'est tout simplement investir dans des entreprises qui ne sont pas cotées. Donc, à l'inverse des marchés financiers. Donc, par exemple, tu es une proche qui lance sa boîte. Si tu mets au capital, tu es déjà en train de faire du private equity. Aujourd'hui, il y a beaucoup, tu sais, de solutions de ce qu'on appelle de crowd equity, où tu prends 100 €, 500 €, 1000 € dans une boîte, une start-up qui se lance. Okay. Donc, voilà, donc tu as ces options. Voilà, ça se démocratise énormément. C'est ce que fait Anthony Bourbon. Oui, alors lui, je crois que... Si, ouais, ils ont un fonds. Blast. Ouais, tout à fait. Ouais, alors là, je crois que c'est des montants quand même un peu plus conséquents, mais ça se fait à toutes les échelles. Hein. Tu mets des gros, ce qu'on appelle des gros tickets, des plus petits tickets, t'as plein d'options. Tu peux bien sûr, t'as des livrets, là c'est plus de l'épargne, mais t'as des livrets qui sont accessibles. T'as les crypto-monnaies aussi. Donc en fait, nous on parle souvent du schéma de la pyramide, hein, qui est assez connu dans le monde des finances personnelles, hein, qui te permet de comprendre un peu la cartographie de ces différents types de placements, puisque bien sûr à chaque fois, comme je te disais, t'as un enjeu sur ton horizon de placement qui va t'aider à choisir, qui va définir aussi le niveau de risque que tu peux prendre, hein, puisque il y a un lien aussi entre tout ça, et les types de rendement que tu vas chercher. Voilà. Okay. Donc en fait, tu as plusieurs paramètres qui vont t'aider à choisir, et puis après, bien sûr, il y a aussi des paramètres, tout simplement, tu as des investissements qui te parlent pas, t'as pas du tout envie de faire ça, ça te parle pas aussi du point de vue de tes valeurs, par exemple, ou tout simplement, ça ne t'intéresse pas. Donc c'est aussi ça qui est important à prendre en compte. Tes investissements à toi seront pas forcément un copier-coller de ceux de ton voisin, de ta voisine. Bien sûr. À partir de là, c'est vraiment important de réfléchir en partant de ce qui t'anime, du temps que tu as disponible. En fait, il y a quand même toute une variété de critères. Donc voilà, donc il n'y a pas un bon investissement, si tu veux, qui va te permettre d'atteindre le bien-être financier. Le bien-être financier, ça va être plutôt déjà avoir une compréhension fine de tout ce qui existe, hein, savoir te dire, voilà, en fait, j'ai choisi ça, mais aussi en conscience, parce que ça, c'est souvent, c'est pas très agréable, hein, cette sensation de se dire, oui, j'ai ce produit-là, mais en fait, c'est parce qu'on me l'a refourgué, entre guillemets, parce que j'y connais pas grand-chose, et du coup, j'ai ouvert ça, mais je sais même pas comment ça marche, je sais pas quel est mon niveau de frais, je sais pas si je gagne de l'argent ou si j'en perds. Ça, en termes de bien-être financier, on n'y est pas trop. Hein. Non, donc, donc comprendre les produits, sentir que tu maîtrises, que tu sais ce que tu fais, que tu as un plan, que tu es vraiment proactive dans ta démarche, ça change tout. Et est-ce qu'il y en a quand même, malgré tout, que tu recommandes, ou alors que toi tu fais à titre perso, et qui sont pour toi, à tes yeux, de bons investissements financiers? Alors moi, à titre perso, j'ai exactement une stratégie de diversification. Alors après, l'idée c'est que, comme on dit, hein, c'est l'adage populaire, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et moi, j'investis essentiellement en immobilier, donc dans l'immobilier locatif et sur les marchés financiers, via une variété ensuite de supports. Mais moi, c'est à peu près mes deux grands types d'investissements. Et celui qui m'intéresse beaucoup, c'est le private equity comme prochaine étape. Voilà, puisque il y a aussi une notion d'impact derrière que tu peux avoir en finançant des entreprises à impact, etc. Donc ça, c'est vraiment... puis un côté très concret aussi, donc ça, c'est génial. Voilà. Après, je les recommanderais pas, encore une fois, parce que... forcément, les recommander dans un absolu, parce qu'en fait, ça dépend vraiment de toi. Tu vois, typiquement, l'immobilier, moi, je fais de l'immobilier locatif. Tu le fais seul? Non, alors je co-investis avec mon mari. Mais même à deux, c'est quand même du boulot. Donc, c'est à la fois un très bon accélérateur de construction de matrimoine, et notamment sur des stratégies pour ta retraite. Mais c'est un job. Ça peut être un job. En fait, ça dépend. Après, tu peux le déléguer à certains niveaux, etc. Mais en fonction du nombre de biens que tu as, ça commence à devenir assez conséquent aussi, potentiellement, en termes de choses à gérer. Donc, c'est pour ça que je te dis... ça dépend de toi, en fait, ça dépend de ton quotidien, ça dépend si le sujet t'intéresse, si tu as envie de l'embarquer, voilà, c'est vraiment tout ça. Si tu veux des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus automatisables, il y a quand même beaucoup d'autres options. Et c'est ce qu'on voit, j'imagine, avec toi aussi, c'est un des apprentissages qu'on voit, donc investir en fonction de sa situation avec... Tout à fait. Alors nous, on a un programme chez FMK qui s'appelle Start, qui est un programme d'éducation financière, c'est pas du tout du conseil, c'est vraiment comprendre l'étendue des possibles, pouvoir construire une feuille de route pour se dire finalement qu'est-ce que j'ai envie de financer avec cette approche, un goal-based investing qui est
notre approche centrale, hein, c'est du dev perso financier, donc c'est aussi l'occasion vraiment de se poser des questions un peu de fond, hein. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de financer dans ma vie, et ensuite du coup trouver les bons produits et puis surtout passer à l'action. Ça c'est un point quand même central, parce que c'est souvent là où voilà, une fois qu'on sait, il faut quand même faire, parce que c'est ça qui est important, c'est surtout enclencher, et c'est là où ça bloque pour beaucoup. Ouais. Tout à fait. Quelle est ta principale leçon, Hélène, ton plus grand apprentissage sur le sujet que tu peux nous transmettre ? Alors, je pense que j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais mon plus grand apprentissage, c'est de me dire que, c'est vraiment de comprendre que c'est pas être égoïste, décider de s'intéresser au sujet, décider même de construire son... Moi, j'aime bien parler de matrimoine aussi, pas seulement de patrimoine, mais d'essayer de construire son matrimoine, c'est un acte... en fait, c'est être responsable, tout simplement. Et je pense que ça change beaucoup la vision qu'on peut avoir du sujet quand on comprend que, eh bien, en fait, c'est normal, hein, de vouloir se sécuriser financièrement, de vouloir penser à soi, et même en couple, on peut avoir... Et tu vois, je te le disais tout à l'heure, moi j'ai des investissements avec mon mari, mais j'ai aussi mes propres investissements et j'ai aucune gêne là-dessus, aucune honte à avoir. J'ai pas l'impression d'être en train de jouer mon jeu personnel et de faire mon truc dans mon coin. On s'en parle en transparence. Je pense que c'est important, c'est parce qu'en fait, pour moi, je pense que c'est bien de se sécuriser à deux, mais c'est bien de se sécuriser individuellement. Et je pense que travailler sur ça, comprendre qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir, je pense que ça change fondamentalement les choses. Et ça... Ça, moi, c'est mon plus gros apprentissage, que ce soit personnel, mais aussi de tout ce que j'ai eu, tu vois, en 3 ans, accompagner des femmes, à me rendre compte que c'était un des plus gros freins, en fait. Bien sûr. C'est vraiment de se dire, mais en fait... mettre à l'abri aussi. Ouais, en fait, c'est normal que je le fasse. Et c'est un principe de réalité, en fait. Hein. Et se mettre à l'abri, on ne sait pas de quoi demain est fait. On peut se retrouver seul si on est en couple. On peut avoir un aléa grave à gérer qui demande une situation financière confortable pour le gérer. Et ouais, c'est vraiment préparer l'avenir, quoi. Et c'est complètement. C'est préparer l'avenir, c'est un enjeu. Et tu vois, je pense que c'est un enjeu individuel de sécurité. Enfin, ce sujet de pouvoir prendre en main ses finances personnelles, de sécurité individuelle. Et c'est un enjeu plus collectif, plus global pour les femmes. Et c'est vraiment moi l'engagement que j'ai sur l'égalité économique femmes-hommes, parce que je pense qu'on a vraiment besoin de... quand tu vois les chiffres, à la retraite, 40% d'écart de richesse entre les femmes et les hommes, tout ça, on a besoin d'y travailler maintenant. Et ça passe aussi... alors, il y a l'enjeu de l'égalité salariale, qui est un enjeu énorme et dont on parle heureusement un peu plus, mais l'enjeu d'une plus grande égalité patrimoniale, on va dire de patrimoine au global, de richesse au global, c'est un énorme enjeu de société. Ouais. Nous, avec mon mari, on s'est ouvert un compte bourse, donc on boursicote. Ouais. Je sais pas si toi, tu le recommandes, mais... En gros, nous, on oppose un peu ce qu'on va appeler boursicoter. Alors après, parfois, on met beaucoup de choses là-dedans, hein, mais dans le fait de se dire, moi, je vais acheter des titres, je vais acheter, revendre, essayer de faire des coups, etc. On s'inscrit plutôt dans une approche où, justement, tu vois, avec cette idée de projet de vie, de se dire, en fait, je vais plutôt aller sur du moyen-long terme. Oui. Et donc, en fait, je vais plutôt faire en sorte de construire une stratégie où je vais bien choisir, mais rentrer progressivement et faire ça dans du long terme. C'est pas dire que parfois tu peux pas vendre à court terme, etc. Après, ce qui est bien aussi, c'est de déjà commencer, tu vois. Déjà, sauter le pas, lever tes freins que tu peux avoir par rapport à ce sujet, par rapport toutes les craintes qui peuvent exister autour des marchés financiers qui peuvent faire un petit peu peur. Mais après, et après, progressivement, te construire aussi une stratégie autour de tout ça. Ouais, moi, j'ai un papa qui a fait de la bourse toute sa vie et qui a aujourd'hui, grâce à ça, du confort financier par rapport à ça. Ma dernière question, Hélène, qui est la question rituelle du podcast, c'est quoi pour toi devenir acteur de sa vie ? Alors, je dirais, je pense que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui dans les finances personnelles d'intentionnalité, mais je pense que je reprendrai ce terme-là. Pour moi, c'est de se dire, être capable à un moment donné de regarder dans le rétro et de se dire, j'ai pas subi mes choix, en fait. J'ai pas subi mes choix de vie. J'ai vraiment fait les choses avec intention. Quand ça ne m'allait plus, j'ai trouvé l'énergie, la force, etc. de changer les choses. Et tu vois, moi je le vois dans la carrière pro, par exemple. Sur le papier, j'avais un job qui était très très cool, qui pouvait donner envie à beaucoup, je pense. Mais en fait, moi, ça ne m'allait plus. Et en fait, je me suis dit,
j'ai envie déjà de savourer ma vie pro, d'en profiter, de m'amuser, de m'éclater. Et le jour où ça me plaît plus, en fait, d'en changer. Et pouvoir me dire que à l'instant T, ce que je suis en train de faire, pour moi, ça a du sens. Pour moi, c'est vraiment là où j'ai envie d'être. Et je sais bien sûr qu'il y a plein de critères, plein de facteurs externes qui font que c'est pas toujours évident de le faire, mais en tout cas de le garder comme une ligne de conduite, de se dire comment est-ce que je suis sûre que je suis pas en train de subir ma vie et que je suis vraiment en train de choisir les choses. Moi j'aimerais, c'est peut-être un peu utopique, mais quand je regarderai encore une fois dans le rétro à un certain âge, me dire que vraiment c'est une vie que j'ai 100% choisie. Ouais. Que ce soit le lieu de mon lieu de vie, mes choix familiaux, mes passions, mes engagements, ma vie pro. Me dire les relations que j'ai tissées, que c'était des choses où je les ai sincèrement choisies et sincèrement appréciées. Se rattacher au plaisir. Oui, aussi. Ouais. Plaisir. Oui. Non, mais c'est ce que tu dis, en fait. C'est le plaisir dans chaque chose, en fait. Ouais. Et ne pas se forcer, en fait, pour un regard des autres ou pour un... Ouais. Pour un... Complètement. Même si c'est forcément pas évident. Bien sûr. Voilà, et je pense qu'aussi en fonction de son âge, c'est plus ou moins facile à assumer. Exactement. Et qu'on fait un moment, je pense, beaucoup de choix conventionnels parce qu'on n'a pas encore ce libre arbitre ou cette capacité à prendre ce recul-là. Mais ouais, et c'est un sujet moi qui me préoccupe beaucoup. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui m'anime vraiment. Enfin, de me dire, je veux vivre cette vie-là. Ouais. Merci beaucoup, Hélène. Merci à toi. Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview. Oku, O-K-O-O, c'est l'application jeunesse de France Télévisions avec des émissions, des séries, des dessins animés et des podcasts. Oku, c'est sécurisé, c'est gratuit et c'est sans pub. Alors cet été, l'application de vos enfants entre 3 et 12 ans, c'est Oku à emporter partout.